On le connaît bien en librairie. Depuis son premier roman Le Chameau sauvage en 2007, Philippe Génada s'est fait un nom par la qualité de son écriture, mais aussi l'originalité de ses sujets. Car ce sont bien des romans que Philippe Génada écrit, même si la réalité y est présente et pour cause. Ses premiers livres sous la plume romanesque parlaient de lui, de ses déambulations dans Paris, de ses rencontres amicales ou amoureuses, ou de ses propres tribulations, comme dans La plage de Manokara. Puis vint l'envie de détricoter des destins sans avenir, de se plonger dans des faits divers, souvent sordides, ayant fait la une de l'actualité quelques jours avant de tomber dans les limbes de la mémoire collective. Ainsi vont naître La Serpe, prix Femina 2017, Soulac ou encore La Petite Femelle, des romans qui remettent en lumière des personnages ayant existé, des personnages ordinaires confrontés à l'extraordinaire, des romans qui racontent surtout une époque. Et puis il y a à chaque fois la patte Génada, des parenthèses sur la vie de l'auteur et de ses proches, des incises sur des sujets inattendus, un esprit d'escalier qui raconte 1000 histoires en une et un ton léger, voire impertinent, parfois potache, qui vient contrecarrer la noirceur du récit. C'est ce que l'on retrouve dans le nouveau roman de Philippe Génada, La désinvolture est une bien belle chose, paru chez Mialet Barreau. Que s'est-il passé ce soir de novembre 1953 quand la belle Jacqueline, surnommée Kaki par ses amis, ancien mannequin chez Dior, tombe du 6e étage de ce petit hôtel parisien où l'avait rejoint son amoureux? Qui était-elle, Jacqueline? Quel était le petit monde dans lequel elle évoluait? Quelle était cette société de l'après-guerre qui ne savait peut-être pas s'y prendre avec sa jeunesse? Racontant ses recherches, son enquête, ses rencontres, ce livre est aussi l'occasion pour Génada d'entamer un tour de France et de nous livrer son regard à la fois tendre et lucide sur la France d'aujourd'hui qu'il met en parallèle de celle des années 50. On se délecte de l'écriture de Philippe Génada et l'on se prend au jeu de cette énigme non résolue, espérant jusqu'au bout que la belle Jacqueline ne va pas enjamber la balustrade de cette fichue fenêtre. La désinvolture est une bien belle chose, c'est l'actualité de Philippe Génada et le livre est publié aux éditions Mialet Barreau. Bonjour Philippe Génada. Bonjour Philippe. Votre actualité, La désinvolture est une bien belle chose. Vous êtes publié aux éditions Mialet Barreau. On vous connaît bien en librairie. C'est déjà donc vous êtes à peu près dans une quinzaine de livres déjà publiés. Alors ce matin, j'ai fait une émission de radio où ils ont dit que c'était mon 16e. Eh bien alors on va être d'accord avec eux. C'est votre 16e livre. Une aventure qui a démarré avec le Chameau sauvage. C'était en 2007. Il y a eu aussi des collaborations avec la presse écrite. Si vous deviez définir votre lien à l'écriture. Ah ben là, on part direct sur Allez, une question. Vous avez 4 heures. Bim. C'est un lien qui est venu progressivement et complètement par hasard, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais un enfant et un jeune homme plutôt matheux. Je fais des études scientifiques. Je lisais très peu. Les livres obligés à l'école. J'écrivais pas du tout. Même une carte postale à ma mère, j'avais du mal. Non, ça, c'est pas vrai. J'écrivais quand même des cartes postales à ma mère. Et puis... Bon, ça va être long, vous disiez 4 heures, oui, je pense, il va falloir 5 heures, je pense. Quand j'avais 24 ans, j'ai fait un truc un peu bizarre, je me suis enfermé chez moi pendant 1 an, j'allais pas bien du tout, et j'ai voulu me faire une sorte d'électrochoc. Sans téléphone, sans télé, sans radio, sans chaîne IFI, sans rien, les volets fermés. Et je me suis tellement ennuyé, c'était une sorte de pari, je m'étais dit, je reste un an. Je me suis tellement ennuyé, c'est terrible, hein, de me lever tous les jours, je m'asseyais sur un fauteuil, comme ça, un peu plus confortable, et j'attendais que le soleil se couche le soir, et je me couchais. Il y avait du papier, du stylo dans mon appartement, c'est tout ce qu'il y avait. Je dis souvent, s'il y avait eu une guitare, je serais aujourd'hui un guitariste virtuose peut-être. Et donc, au bout de quelques mois, pour m'occuper, et aussi pour m'exprimer, parce qu'un truc que je n'avais pas prévu, je m'étais dit, je ne veux pas que le bruit du monde vienne jusqu'à moi, donc j'étais vraiment enfermé, protégé, comme dans une bulle d'acier, sauf que je n'avais pas pensé, mais rien ne sortait de moi non plus. Et donc, en fait, ça a servi à ça. Et j'ai écrit, je me suis occupé pendant 1 an, mais j'écrivais sans la moindre ambition ni velléité de publication, rien. J'écrivais juste pour moi, comme si je racontais des histoires à un ami imaginaire, quoi, disons. Ça m'a permis de me rendre compte, par hasard, finalement, que c'était un moyen d'expression qui me convenait. Et je suis, maintenant, à mon grand âge de vieux schnock, je suis absolument convaincu que le seul truc important dans la vie, c'est de trouver un moyen de s'exprimer, quelle que soit la forme, hein, que ce soit par le sport, ou un art, ou la politique, ou je sais pas quoi. Et moi, avec ma nature, il s'est trouvé par hasard que ça coïncidait exactement avec ma nature et que
j'ai pas de téléphone, par exemple, j'ai pas de téléphone portable, je sais, alors là je vous parle parce qu'on est bien ici, mais je parle pas beaucoup et j'écris, je passe ma vie à écrire des mails ou à écrire mes livres. Vous avez deux passions, l'écriture et puis vous l'avez laissé entendre les courses de chevaux, mais ça c'est autre chose et qui vous apporte aussi. Mais vous m'avez laissé entendre que lorsque vous écrivez, vous avez quand même besoin d'avoir un contact avec le monde hippique. Alors ça c'est très curieux. C'est quelque chose, j'en parle souvent à mes confrères et consoeurs. Chaque écrivain a ses manies et surtout c'est une histoire de concentration en fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen d'être concentré. Et donc moi ma concentration pendant longtemps, j'ai écrit longtemps la nuit, pendant 20 ans. Et puis avec l'âge et tout ça, de me réveiller à 15 ou 16 heures, ça ne m'allait plus. Donc j'ai réussi à décaler ça dans la journée en m'enfermant dans mon bureau, en tirant les rideaux, etc. pour être... Et là, depuis, je sais pas, 7-8 ans, j'écrivais un livre où j'avais du mal. Enfin, c'était soit un passage qui m'ennuyait à écrire, ou je sais pas quoi. Et donc, en même temps, sur mon ordinateur, j'écris évidemment sur l'ordinateur, j'avais Equidia, j'avais les courses de chevaux qui m'intéressent et que j'aime. Et depuis, il s'est passé un truc, je ne peux plus écrire. J'ai jamais pu écrire en musique, ou ça m'a toujours déconcentré, ou quoi. Mais là, si je n'entends pas, dans la prochaine, je crois que le 3, qui aime le terrain lourd, devrait au moins être dans les 3-4 premiers. Si j'entends pas ça en bruit de fond, je n'arrive plus à écrire. Ça, j'ai développé un truc bizarre. C'est votre petite marotte. Alors revenons sur votre écriture. On l'a dit, vous avez maintenant une bibliographie assez conséquente puisque c'est le 16e titre. Il y a eu, j'ai envie de dire, deux parties. La première partie des romans qui étaient parfois un peu autobiographiques, en tout cas une sorte d'autofiction. Et puis ensuite, vous êtes arrivé dans un autre registre, tout en restant très présent dans votre écriture, où vous vous emparez d'un fait divers pour raconter un peu les destins de ces personnages qui entrent un peu malgré eux dans la petite histoire. C'est une bonne définition de votre travail ça résume bien votre travail Oui, ça résume bien. Et souvent, on me dit que j'ai comme deux périodes, ou je ne sais pas Picasso, mais enfin deux époques, disons. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que je crois que j'ai écrit 7 romans qui tournent plus ou moins autour de ma vie, qui sont parallèles à ma vie. Le premier, c'est un jeune homme célibataire dans Paris qui cherche l'amour. Le deuxième, c'est un jeune homme qui a 3 ans de plus et qui a un coup de foudre pour une femme qui est ma femme aujourd'hui. Le troisième, c'est le cauchemar de la vie conjugale, les disputes, etc. Donc voilà, ça suit. Et là, dans ces livres, on vous suivait un peu dans les rues de Paris avec votre sac à dos. Oui, exactement. Bon sac à dos. Il est toujours là, il est dans les parages. Je ne sais plus où il est, mais il n'est pas loin. Au bout d'un moment, ma vie est devenue extrêmement monotone ou monocorde, en tout cas routinière, ce que j'adore. Convient très bien, mais pour la littérature, c'est la déroute. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie d'écrire de fiction. Et puis simplement, je me suis tout d'un coup rendu compte qu'il y avait, comme dit Carrère, d'autres vies que la mienne, quoi. Mais j'ai fait exactement pareil, sauf que je raconte la vie d'autres avec des faits divers qui sont des vrais faits divers, des crimes, des machins comme ça, alors que moi, dans ma vie, c'était des tout petits faits divers intimes, avec ma femme, avec notre fils, voilà. Mais moi, j'ai l'impression de faire à peu près la même chose depuis 27 ans. Ce qui fait le charme de vos livres et aussi, me semble-t-il, le succès, c'est que non seulement il y a ces faits divers oubliés que vous remettez en lumière, ces personnages de l'ombre à qui vous redonnez une vie, il y a aussi la qualité de votre écriture, et puis il y a aussi cette fantaisie que vous mettez dans vos livres, parce qu'au-delà du sujet, vous êtes toujours présent, soit très présent ou en filigrane, et puis il y a aussi cet esprit d'escalier qui est génial, c'est qu'en nous racontant une histoire, vous allez nous raconter 100 000 histoires. J'arrive pas à m'en empêcher, aux grandes dames parfois de mon éditeur, parce que du coup, 100 000 histoires, ça fait des très gros livres. Et donc souvent, pendant 1 an et demi ou 2 ans, 1 an et demi au moins, tous les jours, je consacre tous les jours à mes recherches, et je me retrouve avec des sommes, des trucs de matières premières gigantesques. Et là où je dois faire un effort, je sais, je dis ça, c'est mon éditeur, nous regarde, là où je dois faire un effort, c'est une fois que j'ai cette matière première, de ne pas tout utiliser et de simplement me servir pas de l'essentiel, ça je n'y arriverai jamais, mais disons de quelque chose de digeste. Tous ces personnages que vous avez remis en lumière, une fois que les livres sont sortis, une fois que le public s'est emparé de leur histoire, vous avez l'impression qu'ils continuent à vous côtoyer ou vous les remettez dans leur tiroir? Un peu des deux, mon général, ou je ne sais plus comment disait mon père. Mon général, ça me général. Je prends. C'est marrant parce qu'on me demande souvent, comme ce sont des livres qui sont consacrés à une personne en particulier à chaque fois, et pour lesquels je m'investis beaucoup, et je ne pourrais pas écrire sur quelqu'un que je n'aurais pas pu aimer dans la vraie vie, quoi. On me dit, mais comment vous faites pour oublier après vos personnages et pour passer à un autre? Je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, c'est comme si on me disait,
comme si j'avais un ami à Paris et une amie à Limoges, et que quand je vais voir mon ami à Limoges, on me disait « mais comment tu fais pour oublier ton ami de Paris ?» Enfin bon. Donc ils sont tous présents dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon esprit, à différents moments de la journée. Je parle dans ma tête à Pauline Dubuisson, à Kaki, l'héroïne de celui-là, à Solange, l'héroïne de celui d'avant. C'est comme des amis. Ça fait un peu de pitié ce que je dis. On dirait que je n'ai pas d'amis et que je n'ai que mes amis dans ma tête, mes amis imaginaires, mais ils ne sont pas imaginaires, d'ailleurs, ils ont existé. Et en même temps, je suis obligé de m'en détacher un peu, mais évidemment, je n'oublie personne et je pourrais... le livre sur Pauline Dubuisson, je l'ai écrit il y a 10 ans, je pourrais vous réciter toute la vie de Pauline Dubuisson dans les moindres détails, là, maintenant. On ne va pas faire ça, mais... Mais vos lecteurs n'oublient pas non plus les histoires que vous l'avez déjà racontées. En tout cas, votre actualité, c'est ce nouveau titre, La désinvolture est une bien belle chose, aux éditions Mialet Barreau. Dans ce qui est donc, Philippe Génada, votre 16e titre, La désinvolture est une bien belle chose, et puis il y a cette couverture, vous allez nous raconter l'histoire, la triste histoire, la tragique histoire, ou peut-être la belle histoire, parce que finalement, elle en a vécu des choses, cette Kaki, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, Jacqueline Harispe, qui, un soir de novembre 1953, va passer par la fenêtre d'un hôtel. S'est-elle suicidée? L'a-t-on poussée? Allez savoir. En tout cas, voilà son histoire qui avait fait un entrefilé dans la presse. Enfin, on avait parlé de cette histoire. Oui, c'était un peu, elle n'était pas connue du tout, hein, mais je pense qu'elle était, la presse s'en est peut-être pas rendu compte au moment où ils en parlaient, mais elle avait quelque chose de symbolique, de symptomatique d'une génération, qui est une génération qui a eu 10 ans pendant l'occupation. Dans le livre, je parle d'elle et de ses amis, une sorte de bande de copains dans laquelle elle était, et ce sont tous des jeunes gens qui sont nés entre 32 et 35, disons, donc qui avaient 10 ans, et qui n'ont pas eu d'enfance, en fait. Et donc, cette Jacqueline Kaki était, alors c'est anecdotique et superficiel, mais c'était la plus belle fille du quartier. Elle était très joyeuse, très populaire, comme on dirait maintenant dans les facs, ou dans les lycées, pardon. Elle avait apparemment tout pour elle, quoi. Il n'y avait aucune raison, finalement, qu'elle se jette par la porte vide. En tout cas, pas plus que les autres, et même moins que les autres. On a très vite conclu au suicide, et donc les journaux à l'époque, mais ça a fait un jour ou deux, dans les principaux journaux, la jolie Kaki s'est jetée par la fenêtre, l'ancien mannequin de chez Dior, on avait marre de la vie, enfin des choses comme ça. Et donc voilà, mais moi simplement j'étais tombé complètement par hasard sur son histoire en écrivant mon livre précédent, en allant justement, comme on disait tout à l'heure, en tirant des fils, en avançant, j'étais tombé sur cette histoire de cette jeune femme dont on parle un peu, on a parlé un peu, parce que Patrick Modiano a écrit un livre qui s'appelle « Dans le café de la jeunesse perdue », dans lequel Patrick Modiano était tout petit quand elle s'est jetée par la fenêtre, mais ça l'avait marqué. Sa babysitter l'avait amenée dans le bar où elle allait, et il y a quelqu'un qui était rentré en disant « Kaki a sauté par la fenêtre, Kaki est morte », ça l'avait marqué petit, et Modiano, quand un truc le marque, ça le marque pendant 70 ans. Et je me suis dit, si j'essayais, ça coûte rien, ça mange pas de pain, si j'essayais de voir un peu qui était cette fille. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé une photo d'elle, j'ai trouvé un livre de photos d'elle au milieu de tous ses amis, et j'ai eu tout d'un coup une sorte de... J'ai été comme aspiré par ces jeunes gens qui avaient l'air à la fois joyeux et désespérés, désinvoltes, insouciants et complètement perdus, on ne savait pas, voilà. C'est ce qui fait toute la force du livre, c'est qu'au-delà de ce personnage de Kaki, cette fameuse Jacqueline que vous racontez, c'est tout son environnement, c'est toute cette jeunesse broyée par la guerre, et puis c'est toute la société en parallèle que vous essayez de faire renaître sous nos yeux. Ouais, surtout... alors, je ne suis pas sociologue, donc puis ça serait de faire un livre pour faire renaître toute la société d'après-guerre, ce ne serait pas de la tarte. C'est surtout ces jeunes gens quoi, qui m'ont vraiment touché. Il y a quelque chose, c'était comme la jeunesse extrême, c'est-à-dire qu'ils ont voulu, pour rattraper les années d'occupation, ils ont voulu vivre leur jeunesse ou même leur enfance à fond. Ça ne s'est pas bien passé, parce qu'en fait, on peut rester jeune, c'est-à-dire que les gens de 68, la génération d'après eux, les gens de 68 sont restés jeunes. On voit dans la rue des gens de 75 ans qui sont habillés comme des hippies. Bon. Par contre, rester enfant, eux ont voulu revivre leur enfance, et rester enfant, ça, c'est pas possible. Toute jeunesse disparaît. Enfin, même nous, Philippe, qui sommes restés jeunes et fringants. Bien sûr. Notre jeunesse, elle est partie, elle a explosé. C'est gentil de le rappeler. En prenant un exemple vraiment poussé, l'exemple de ces jeunes qui ont essayé de vivre leur jeunesse le plus intensément possible,
c'est un livre sur le temps qui passe et sur la jeunesse. On retrouve aussi ce qui fait le charme de vos livres, c'est qu'au-delà du personnage de Kaki, vous tirez le fil, et puis il y a d'autres personnages qui arrivent, qui ont eux-mêmes leurs propres histoires. Vous allez nous raconter beaucoup de choses autour de cela. Et puis l'autre force du livre, et c'est ce qui donne aussi cette légèreté à travers le destin tragique de cette jeune femme, c'est que vous parlez de vous, et vous parlez de ce Tour de France que vous allez entamer au départ de Dunkerque, et puis vous allez vous balader sur la côte, et puis vous allez remonter après par l'est de la France, et vous allez surtout nous raconter toutes ces soirées dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, dans les hôtels. Vous allez convoquer de temps en temps votre compagne Anne-Catherine ou votre fils Ernest. Vous parlez beaucoup de vous aussi dans ce livre. Oui, en fait, j'ai voulu, je ne parle pas de moi par narcissisme évidemment, mais j'ai voulu, moi qui je suis extrêmement casanier, quoi. C'est-à-dire que là, on enregistre dans un autre arrondissement que le mien, c'est tout juste si je ne suis pas venu avec ma boussole et ma gourde, quoi. Et tout s'est bien passé, oui, tout s'est bien passé pour l'instant. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose pour leur rendre hommage. Eux ont vécu toute leur courte vie dans 30 mètres carrés d'un bistrot assez miteux en plein cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, sans en sortir. Et moi, qui ne sors jamais de Paris, je me suis dit, je vais faire le tour de la France par les bords, donc le littoral, les montagnes, les frontières, tout seul, avec une voiture, au large. Comme je visualisais, je les voyais sur un petit point, et moi qui tourne au large, comme pour leur donner de l'air et pour leur rendre hommage. Dans chaque ville où j'allais, j'ai 24 jours, 24 étapes. Je trouvais un bar le plus pittoresque possible, et je m'installais dans ce bar, ce qui n'est pas une corvée pour moi très douloureuse. Et c'est tout ce que je faisais. En fait, la désinvolture du titre, j'observais les gens autour de moi. J'essayais de chercher des jeunes. Je me suis rendu compte un peu tristement qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes dans les bars, en tout cas ceux que j'ai trouvés en province. Mais en tout cas, ça me permettait quand même, oui, il y a des moments assez sombres. Moi, avec mes aventures qui m'arrivent en province, on m'a refusé l'accès à une grande roue, par exemple, ce qui était vraiment une des pires humiliations de ma vie. Ça permet d'alléger, je pense, j'espère que ça donne un peu le sourire au lecteur, par opposition à des vies plus difficiles. Et puis, il y a aussi beaucoup d'humour dans votre écriture. Lorsque vous vous permettez quelques petites parenthèses à destination de vos éditeurs, à destination de votre compagne ou de votre fils, on sent que vous avez aussi envie de mettre de la fantaisie dans votre écriture. Oui, en fait, moi j'écris, est-ce que je me dis on devrait tout faire comme ça dans la vie, j'écris pour me faire plaisir aussi, hein, c'est-à-dire que j'aime ça, c'est pas du tout... Je me dis, si moi je me fais plaisir en écrivant... peut-être ça fera plaisir à certaines lectrices ou lecteurs. Donc j'essaye d'écrire le plus... Il y a un jour quelqu'un, ça va faire comme si je me jette des fleurs, mais il y a une consoeur qui m'a dit, ce que j'aime dans ton écriture, c'est la liberté absolue. Et en vrai, j'essaye d'écrire comme ça, et c'est le seul domaine dans la vie, vraiment le seul, on peut chercher, où je suis entièrement, ou moi ou d'autres, hein, entièrement libre de faire absolument tout ce que je veux. Il y a des gens que ça énerve, hein. Il y a des gens qui me disent dans mes livres précédents, mais pour qui vous prenez-vous? Vous racontez une histoire très triste et vous nous parlez de la grippe de votre fils, on s'en fout de la grippe de votre fils. Oui, bon, d'accord, mais ils ne sont pas obligés de lire mes livres. Et donc, moi, je peux faire tout ce que je veux du moment que ça me fait plaisir. C'est la patte Philippe Génada. Vous allez nous raconter le destin de cette jeune Jacqueline, de cette belle Kaki. Que s'est-il passé dans cette chambre d'hôtel, cette nuit du 28 novembre 1953 ? Allez, imaginons que Kaki, que Jacqueline arrive dans ce studio-là. Vous auriez envie de lui dire quoi ? J'aurais déjà envie de la prendre dans mes bras, de la serrer dans mes bras, lui dire « Viens, on va boire un coup, il y a un bistrot dehors ». Et j'aurais envie de lui dire ce que je lui ai dit, c'était bizarre, j'espère que je ne révèle pas des trucs, mais à la fin, je vais essayer de ne pas être trop précis, mais à la fin du livre, je lui parle. Je suis dans un endroit où je peux lui parler. Et je lui disais, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, quand elle allait sauter par la fenêtre, avec l'impression de parler à ma petite sœur ou à ma fille. Et puis au moment où je faisais ça, je me dis, en fait, elle aurait 90 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a tout d'un coup... si elle rentre là, elle est née en 33, elle aurait 91 ans. Donc je ne sais pas ce que je lui dirais, assieds-toi mamie, enfin bon. Mais la jeune fille, je n'aurais rien à lui dire. Moi j'ai eu c'est aussi pour ça que ça me touche, hein, j'ai eu des amis, des copines qui se sont suicidées à 25 ans. Je n'ai rien su leur dire à l'époque, je ne pourrais rien lui dire d'autre que viens, on va boire un verre, quoi. Voilà. Et un livre, ça sert aussi à ça. J'espère. Votre actualité, Philippe Génada, c'est donc votre 16e titre. C'est aux éditions Miel et Barreaux. Ça s'appelle « La désinvolture est une bien belle chose ». Merci beaucoup.